Ce soir, je vais vous parler de l'utilisation de GitHub en ligne de commande en utilisant le mécanisme d'extension de GitHub CLI. Moi, je m'appelle Nicolas, je suis développeur chez Vidal et voilà, sur Twitter et GitHub, je m'appelle Nico Cosi. De quoi on va parler plus précisément? Donc déjà, je vais te faire un petit sondage pour commencer. Déjà, qui utilise Git régulièrement? Ok. Qui utilise GitHub régulièrement? Ok, avec une grande majorité. Qui utilise GitHub en ligne de commande? Déjà une petite minorité. Qui a déjà créé son extension GitHub CLI? Ok, personne quasiment. Cool, ça devrait être pas mal. Du coup, GitHub fournit en fait un outil en ligne de commande, donc, je vais appeler GitHub CLI, je crois que c'est le nom officiel, qui permet d'accéder aux mêmes actions que dans l'appli web. Par exemple, on peut créer un ticket, donc, pour GitHub ça s'appelle un issue, ok, et on peut le faire avec une commande qui s'appelle voilà, gh-issue-create. Donc, je ne peux pas vous l'exécuter, mais voilà, c'est la commande. Et donc il y a tout un tas de commandes pour les actions classiques, par exemple, quand on veut modifier du code, on peut créer une pull request, etc. Et si on veut exécuter d'autres actions, on peut créer en fait une extension pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, on peut ajouter autant d'extensions qu'on veut. Là, j'ai mis un petit exemple où j'installe une extension qui s'appelle GitHub User Status, et juste après, je peux l'utiliser pour connaître le statut d'un utilisateur. Là, en l'occurrence, je veux connaître le statut de Maxime RNR, un collègue, salut Maxime. Du coup, si je pouvais l'exécuter, là, ça m'afficherait vegan, parce que c'est son statut GitHub. Voilà. Alors, pourquoi on veut faire ça? Enfin, pourquoi on voudrait faire ça? Pour moi, ça permet de rajouter des outils un peu personnalisés qu'on veut pouvoir faire de manière assez rapide via son terminal. C'est surtout utile si on utilise déjà beaucoup son terminal. Et secondo, ça permet en plus de partager l'outil à d'autres personnes. Et donc dans mon cas, moi j'avais un besoin un peu spécifique, que j'estimais un peu spécifique, c'était que je voulais savoir si mes dépôts de code ou ceux de mon entreprise avaient des métadonnées. En gros, s'ils avaient une description, des mots-clés, GitHub s'appelle des topics, s'il y avait un README, c'est pas obligatoire sur un dépôt. Voilà, donc c'est à ça que sert l'outil que j'ai créé, l'extension qui s'appelle Collab Scanner. Ça c'est un exemple de pourquoi. Donc après, comment ça fonctionne, comment on peut faire? En fait, l'outil le GitHub CLI permet de créer son extension automatiquement. Donc en gros, c'est une commande, on dit crée-moi l'extension, donc gh extension create. Du coup, ça génère automatiquement du code avec le langage Go, avec une dépendance de base qui permet d'appeler les API GitHub. Et ensuite, il y a un mécanisme de construction automatique pour pouvoir l'installer automatiquement. En fait. C'est ce que GitHub appelle des actions, GitHub Actions. Donc en gros, l'amorce, le début est automatique en fait. Donc là, c'est une pseudo-démo que je vais vous faire. C'est des copies d'écran, là, j'ai un peu simplifié. Donc là, c'est l'exemple où je demande au scanner de se scanner lui-même. Donc en gros, d'analyser le dépôt du scanner. Et là, ça indique... alors ouais, je ne sais pas si c'est très clair. Ça indique que le projet a un README, donc on explique un petit peu ce que c'est pour les autres développeurs, qu'il a une description, donc une petite phrase qui dit ce que c'est, qu'il y a des mots-clés associés, je ne dis pas lesquels, mais il y en a, et qu'il y a un collaborateur, c'est moi. Et ensuite, ça peut indiquer un profil sur le score de communautaire. En gros, GitHub donne une note sur 100 pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est facile de comprendre comment ça marche, de travailler sur le projet s'il est open source. Si j'exécutais l'outil, mais alors là j'ai pris l'exemple du dépôt de code de Human Talks Paris, qui s'appelle Meetup Draw RSVP, je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne sais pas s'il sert toujours cet outil. Mais en tout cas, si je le lance, ça m'indique qu'il y a aussi un README. Par contre, il n'y a pas de description, donc il y a un petit bonhomme qui est innocent, bon, pourquoi pas, c'est pas obligé. Il n'y a pas de mots-clés, ok. Mais qu'il y a un profil communautaire de 14, ok, soit. Troisième démo, là, c'est si je lance l'outil sur tous les dépôts d'un utilisateur, donc en l'occurrence, là, c'est moi, qui ont un certain mot-clé. Donc en gros, je veux analyser tous mes dépôts, donc qui sont sur mon user GitHub, qui ont le mot-clé CLI. Et du coup, ça trouve 5 dépôts, c'est pour ça qu'il y a 5 lignes. Et pour chacun d'entre eux, ça m'indique en gros, voilà,
est-ce qu'il y a ou pas l'information qui me paraît pertinente. Alors ça, je vais essayer de vous montrer un peu le code. J'espère que ça va marcher. Donc là, j'utilise l'IDE en ligne de GitHub, en fait, qui ouvre le projet dans Visual Studio, mais dans le navigateur. Je ne vais pas vous montrer tout le code, il n'est pas passionnant en soi. C'est juste pour vous montrer en gros que c'était un programme principal, donc une fonction main. Donc, je galère un peu. Oups. Ok. Donc en gros, ça c'est la fonction principale. On analyse juste les options. Donc ça va être les options de la ligne de commande. Bon, il y a tout un tas de tests, on s'en fiche un peu. Et en gros, pour chacun des... Donc là, on peut itérer sur plusieurs dépôts, si on analyse par exemple tous les dépôts d'un utilisateur ou d'une organisation. Et en vrai, bah, chaque méthode là, appelle les API GitHub. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, en fait, ça c'est l'API REST de GitHub pour savoir si un dépôt a un README. Donc en gros, cette API, on l'appelle avec un client HTTP, donc c'est ce truc-là. Et en fonction du résultat, bah, ça retourne une chaîne de caractères avec oui, il y a un README, non, il n'y en a pas. Et en gros, ça l'affiche dans la sortie standard, quoi, pour faire simple. Du coup, qu'est-ce que ça peut avoir comme ce que j'appelais effet de bord? En gros, c'est les intérêts. Donc déjà pour moi, ça a été d'apprendre le langage Go. Moi, je suis plutôt un développeur Java. C'était sympa d'expérimenter un nouveau langage et surtout de voir ses outils, son outillage, c'est-à-dire l'outil de formatage, comment on lance des tests, comment on lance le linter, etc. Deuxième point, ça a été l'intérêt pour moi, c'est un peu de tester un peu les pratiques un peu de l'open source, même si pour l'instant je suis le seul contributeur. En gros, je déclare mes propres bugs, mes propres évolutions. Si j'ai une modification du code, bah, je crée une pull request, je fais ma revue moi-même et je l'intègre. Après, ça a été l'occasion pour moi de collaborer avec mes collègues. Donc, par exemple, il y avait un bug un peu mystérieux pour moi. Ben, en 10 minutes, avec un collègue qui s'appelle Johan, ben, on a regardé ça, on a compris que le bug, c'était parce que l'outil écrivait à la fois dans la sortie standard et dans la sortie d'erreur. Du coup, on l'a résolu rapidement et c'était sympa. Et pour moi, le dernier effet de bord sympa, c'est d'expérimenter des choses. Et dans mon cas, c'est par exemple de mettre en place un robot de mise à jour de dépendance qui était Renovate en l'occasion, de faire une montée de version de Go pour utiliser la version récente qui me permettait d'avoir des métadonnées sur le dépôt Git. Et puis après, d'expérimenter des librairies un peu sympas, quoi, comme Bubble Tea. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Après avoir fait ça, est-ce que ça a donné des idées pour faire d'autres trucs, notamment des fonctions, des fonctionnalités GitHub qu'on ne connaît pas forcément quand on utilise que l'interface graphique et qui sont peut-être plus accessibles en CLI et qui pourraient être... parce que je t'avoue que c'était intéressant pour le principe, mais moi je ne vais pas me servir tous les jours des métadonnées de mes repos. Bien sûr. Hein, ouais. Du coup, est-ce que tu as découvert d'autres trucs qu'on pourrait faire justement via des extensions qui ne sont pas pratiques à faire en GUI? Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. En fait, j'ai eu le besoin, par exemple... moi, à chaque fois que je vois un projet open source qui m'intéresse, ben, je mets une étoile, quoi. Et du coup, j'en ai des milliers des étoiles. Et l'interface GitHub, elle est toute pourrie en fait pour naviguer là-dedans. Et en fait, il y a déjà une extension qui existe, qui est extraordinaire. Vous pouvez retrouver, je ne connais pas son nom par cœur. Mais en gros, ça te fait une recherche en mode, je sais pas comment on dit, en mode fuzzy. Là. Du coup, tu cherches en 3 secondes, tu trouves tout de suite le dépôt, enfin le repo sur lequel tu as mis une étoile il y a 3 ans. Et, donc, tu ne te rappelles pas le nom. Donc, du coup, il y a certaines extensions qui existent déjà qui sont très très cool. Ouais. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, c'était sûr de savoir un peu ce que tu voulais faire. Ok. Donc en gros, il y a plein d'extensions qui sont déjà bien sympas. Et là, moi, j'ai créé la mienne parce que j'avais pas trouvé l'équivalent. Mais effectivement, il y a pas mal d'extensions sympas qui pallient en fait peut-être à l'interface de GitHub. Et est-ce que du coup, tu utilises le client pour créer des pull requests, ce genre de choses ou... Ça peut m'arriver, oui. Après, je sais pas te dire à quoi il me sert très précisément. Parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont accessibles. Il y a déjà des liens dans le terminal pour créer la pull request, par exemple. Du coup, parfois, oui, mais je m'en sers pas tant que ça, en fait, je pense. Du coup, sachant que tu accèdes à l'API GitHub avec des requêtes HTTP, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour coder ça en Go?
Une commande en bash ou un script Node qui prend les arguments. C'est possible, en tout cas, quand tu crées l'extension, il te propose ça par défaut. Je peux pas te dire s'il y a d'autres façons de faire. Mais en gros, c'est ce que m'a généré l'outil, j'ai suivi, j'ai pas cherché à faire autrement. Et du coup, si tu veux partager ton extension, en fait, t'as uniquement à partager le lien de ton repo GitHub et ça marche, les gens trouvent en fait l'extension comme ça. Oui, c'est ça. En fait, tu peux installer n'importe quelle extension dont le code est public sur GitHub. Donc en fait, en gros, le principe, c'est que si tu veux le partager, tu lui mets des mots-clés. Ça fait rien. Et il y a certains mots-clés qui font que c'est retourné par la recherche, en fait. Okay. Du coup, ouais, c'est ça. Donc, tu peux soit la partager ou pas, quoi, mais en tout cas, tu peux l'installer. Ouais, c'est ça. Quand tu es en train de développer l'extension, est-ce qu'il faut pousser sur la branche main de ton repo pour pouvoir Non, tu peux le tester en local, en fait. C'est pour ça que c'est assez pratique et c'est très, très sympa, c'est que tu le testes de manière très interactive. Quand c'est bien, tu peux pousser le code. Et quand ça te paraît encore mieux, tu peux le versionner, enfin créer une nouvelle version qui est visible de tous les utilisateurs. Du coup, ouais, c'est sympa, quoi. Tu n'es pas obligé de pousser pour tester. Du coup, quand tu utilises l'extension de quelqu'un d'autre, tu es forcément sur mail, donc tu peux pousser dans la commit, ou tu peux dire juste les releases que lui fait manuellement. Tu veux dire ce que tu peux choisir? Ouais, grosso modo, tu dis, on peut aussi l'extension de quelqu'un d'autre juste avec son repo. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça te donne une extension, master ou main avec la commit, ou ça prend les versions qui sont... Je pense que ça prend la dernière release. Du coup, c'est pas forcément le dernier commit, mais c'est celui qui a été réalisé. Ouais. Après, je sais pas s'il y a un moyen de prendre une version plus ancienne. J'ai toujours pris les dernières versions publiées, quoi.